Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Aujourd'hui, on va parler de ton positionnement, la manière dont toi, en tant que professionnel de Mona Lisa Locks, quelle posture tu es censé avoir face à la femme qui vient te voir et qui envisage des Mona Lisa Locks. Je sais que on est quand même là pour vendre, pour faire un certain chiffre d'affaires, et ça, je le comprends, mais par contre, vendre à n'importe quel prix, ce n'est pas dans nos valeurs, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il faut vraiment comprendre que les locks, c'est vu comme une étape à franchir. C'est vu comme une scission, comme le passage à une étape d'après, à une autre vie ou à une autre considération de ses cheveux. Et ça ne peut pas donc être vendu comme si c'était un sac à main, comme si ce n'est pas un choix qui peut être regretté, comme si ce n'était pas un choix qui a besoin d'être mûrement réfléchi, et comme si ça n'avait pas une portée qui va au-delà de juste l'argent. C'est vraiment une transformation qui va au-delà du simple changement de coiffure. La majorité des femmes qui deviennent des royales et qui ont des Mona Lisa Locks n'ont pas juste fait cette coiffure-là en pensant au côté esthétique. C'est vraiment très, très rare. Donc, en tant que locticienne ou future locticienne, ou simplement peut-être femme qui envisage les Mona Lisa Locks, cet épisode sera intéressant pour toi. Il faut déjà savoir que dans notre culture antillaise, les locks ont vraiment une connotation qui est particulière. En tout cas, c'était le cas avant, beaucoup plus que maintenant. On admet volontiers et facilement que les locks sont magnifiques. On aime les voir, on aime leur rendu, et je dirais que la majorité des personnes n'ont plus cette vision de les locks c'est sale ou bien c'est pour les vagabonds, ou quand tu as des locks tu fumes de l'herbe puis des rastas et tu fais rien de ta vie. C'était un petit peu la vision qu'il y avait pour les locks avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vu comme une coiffure, une expression de ta personnalité, sans doute, mais d'ailleurs, comme toutes les coiffures, si j'ai envie de dire. Mais quand même, on ne peut pas ignorer le passé. On ne peut pas ignorer les regards qu'il y a eu sur les locks, les jugements que beaucoup de personnes ont portés dessus. Et pendant longtemps, ce stéréotype qui est négatif, c'est resté ancré. Et nos parents, nos grands-parents et parfois nous-mêmes, eh bien, on a quand même hérité de cette méfiance. Même si on se dit, non, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais on conçoit, on admet gentiment que certaines personnes puissent le concevoir comme ça, parce que ça a été le cas pendant des décennies et que, dans une certaine mesure, les personnes qui le pensaient n'avaient pas totalement tort. C'est vrai que certaines personnes qui avaient des locks n'entretenaient pas leurs cheveux, ne les lavaient pas, que ça avait une odeur particulière. C'est vrai que souvent c'était associé au mouvement Rasta, et c'était donc les Rastas qui les portaient majoritairement. C'était donc associé à la consommation d'herbe. Mais ça a évolué avec le temps. Mais même si les mentalités ont évolué, ce passé collectif qu'on a vécu tous ensemble, on a tous déjà rencontré, je pense, au moins une personne qui était dans cet état d'esprit. Eh bien, tout ça, ça laisse des traces. Alors que quand une femme hésite à passer aux locks, maintenant, ce n'est pas juste une question de style. C'est vraiment une question qui est profonde. C'est sortir du moule dans lequel elle a grandi. Peut-être qu'elle a même déjà fait un travail sur ça et que ça lui a pris un certain temps, pas consciemment, mais inconsciemment pour shifter, pour passer de non, les locks n'est pas ça, aux locks c'est une coiffure qui est acceptable pour moi également. Peut-être qu'elle a croisé des personnes et que dans son parcours de vie, eh bien, elle a rencontré plus de personnes pour qui les locks n'avaient pas de vision liée au Rastafarianisme ou au fait de fumer de l'herbe, ou n'avaient pas cette vision de ne pas entretenir leurs cheveux. Donc, elle aura eu sur son chemin de vie plusieurs personnes, eh bien, pour qui les locks étaient belles, pour qui les locks n'avaient pas d'odeur particulière, les locks étaient bien entretenus, et ça, eh bien, petit à petit, ça nous a fait sortir de cet esprit de c'est pas propre.
c'est pas acceptable, ou on ne peut pas aller travailler avec des locks. On est sorti progressivement de ça. Mais il faut quand même comprendre que choisir les Mona Lisa Locks, c'est quand même sortir de sa zone de confort capillaire. Souvent, et je pense que oui, majoritairement, en tout cas les femmes de notre génération 80-90, on a eu le temps de tester que ce soit les waves, les défrisages ou d'autres techniques de lissage. Et après ce cheminement, ce passage au chimique, eh bien, on s'est dirigé vers le naturel. Il y a une grande vague mode nappy et certaines se sont lancées dedans, ont trouvé le courage de se lancer grâce à cette bande parce que ça a été démocratisé. Notre cheveu crépus, ça a été mis au grand jour et surtout, on nous l'a répété, on nous le répète jusqu'à maintenant, nos cheveux crépus naturels sont hyper beaux. Ils ne sont pas plus difficiles que ça à entretenir si tu sais comment les entretenir. Et que nous, en tant que femmes noires, eh bien, on doit assumer notre cheveu. Maintenant, le cheminement que je remarque le plus souvent, c'est qu'il y a donc le passage de je défrise, j'ai un apport chimique sur mes cheveux pour pouvoir les transformer. Je passe au naturel en essayant d'avoir des routines capillaires et des produits le plus naturels que possible. Donc, on passe souvent d'un extrême à un autre. Et le fait d'arriver dans cet extrême de naturel, eh bien, au bout d'un moment, étant donné qu'on ne peut pas être à fond dans une chose sur la durée, sur des années, ça devient un peu fatigant. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça demande de mettre en place des habitudes, souvent le week-end ou 2-3 fois dans le mois, qui sont quand même énergivores. Je pense qu'on a toutes déjà eu cet exemple de nous qui défaisons notre coiffure protectrice ou qui nous préparons à affronter la semaine ou les 2 prochaines semaines qui suivent ou 3 si on part sur des coiffures à plus longue longévité ou des coiffures avec des braids ou des trucs comme ça. Et du coup, on peut facilement passer une journée, voire tout un week-end, à prendre soin de nos cheveux, à faire nos routines avant le shampoing, après le shampoing, faire des coiffures protectrices qui peuvent nous prendre des heures. Et c'est ancré chez nous. Que ce soit là, à ce moment-là de notre vie, après avoir arrêté le défrisage ou être passé au nappy, ou même avant, quand c'était nos mères qui prenaient soin de nos cheveux, ça prenait du temps. On savait très bien que quand on nous disait de venir nous coiffer, c'était pas l'affaire de 5-10 minutes. Quand le shampoing est rentré en ligne de compte, eh bien, ça pouvait prendre encore plus de temps. Et là, subitement, quand elles envisagent les Mona Lisa Locks, c'est comme dire au revoir à des années de pratique, des années d'habitude, de routine. Les soins le week-end, les séances de démêlage, les coiffures qu'on refait tous les 10 jours ou une fois par mois. Tout ça, c'est inscrit dans leur routine, dans leur manière de prendre soin de leurs cheveux et donc par ricochet dans leur manière de prendre soin d'elles-mêmes. Et même si tout ça, ça peut être éreintant, bien on connaît les codes. En tout cas, elle connaissait les codes. On savait que il y avait différentes étapes à suivre. On savait que ça pouvait prendre du temps. On savait pourquoi on le faisait. On savait quel résultat on voulait avoir avec notre chevelure. C'était, même si ça prenait du temps, c'était quand même rassurant. Et puis, il y a aussi l'entourage, nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos amis, qui beaucoup restent encore attachés à ce soin capillaire traditionnel, le plus naturel que possible, mais en tout cas, toujours prendre du temps pour prendre soin de nos cheveux. Et là, subitement, on envisage les choses différemment. On envisage de passer aux locks. Et là, c'est se détacher de ce qu'on a toujours connu. C'est se détacher de ces habitudes qu'on a en commun avec les personnes qui nous ressemblent, aux femmes qui nous ressemblent. Et du coup, c'est être en décalage total avec leur expérience au quotidien. C'est vraiment envoyer le message de « on a toujours fait ça. Aujourd'hui, même si toi, tu continues à le faire, moi, je veux faire différemment. » Et elles ne savent pas forcément dans quoi elles se lancent. Elles ne savent pas exactement comment va se passer leur quotidien avec les Mona Lisa Locks. Qu'est-ce que ça va donner? Quel est l'impact que ça aura en termes de temps? Et même si on le dit dans la consultation, même si on le répète, on leur donne des données sur le temps que ça peut leur prendre, en moyenne 15 minutes pour un shampoing, 2 heures de resserrage dans le mois en fonction de la vitesse de ta spécialiste, ça peut prendre plus, mais en moyenne, on est dans ces eaux-là, en tout cas avec nous.
même si on leur explique ça, c'est quand même un passage dans l'inconnu. Elles ne savent pas réellement, factuellement, ce que ça va leur demander dans leur quotidien. Alors que de l'autre côté, elles ont vécu des années avec les mêmes routines, elles y sont habituées, elles savent exactement à quoi s'attendre. C'est contraignant à certains moments, ou tout le temps pour certaines, mais c'est quand même quelque chose comme une douleur à laquelle elles sont habituées. Un autre point qui fait souvent hésiter, c'est qu'avec les Monalisa-Lux, il y a ce côté irréversible. La peur devient encore plus grande parce que, contrairement aux locks classiques, les locks plus grosses, donc de taille dite normale, les Monalisa locks sont très difficiles, voire quasiment impossibles à défaire. Vraiment, en tout cas, une fois que c'est mature, pour l'avoir essayé, en tout cas, je n'ai pas eu la patience de passer des heures ou des jours sur une même locks, sachant que j'en avais 700 à ce moment-là. Ça a ce côté irréversible. Tu devras couper tes cheveux si tu veux revenir à cet état de cheveux libres naturels. Alors, la question qui revient souvent lors des consultations, c'est « et si je veux revenir en arrière, comment je fais ?» Sauf que revenir en arrière, ce ne sera jamais retrouver son afro long, dense comme avant, puisque forcément, si tu les coupes, eh bien, tu ne repars pas à zéro. Tu repars à un niveau qui est un peu plus loin dans le passé de là où tu étais. Donc, ce sera plus court et ce sera différent. Ce sera un cheveu qui sera transformé puisque tu auras passé des mois ou peut-être des années même avec tes locks. Donc, ce n'est pas rien. Ce côté irréversible, ce n'est pas rien. C'est un engagement qui est fort. C'est un choix qui se fait sur le long terme. Et donc, ça demande du courage aux femmes de se lancer. Ça demande un véritable déclic. Donc, nous, en tant que spécialistes, on ne peut pas juste leur dire « vas-y, tu vas pas regretter ». Et même si, oui, tu pourras pas forcément changer de coiffure comme tu en avais envie avec tes cheveux naturels, mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas changer de coiffure du tout. Ça ne veut pas du tout dire ça. Donc, on rassure, mais on garde en tête que tous ces arguments-là sont totalement compréhensibles. Il faut un vrai déclic, comme je le disais. Il faut que ce soit comme un cri du cœur. Mais on ne peut pas convaincre les femmes de devenir des royales et de passer au Monalisa locks. Ça doit venir de l'intérieur. En tant que l'opticienne, tu dois garder en tête que ton rôle, c'est de guider ta royale. Ce n'est pas de vendre à tout prix une installation, absolument pas, parce que si tu essaies de la convaincre, si tu essaies de l'emmener à faire son installation, peut-être parce que toi, c'est ton vécu avec tes Monalisa locks ou c'est le vécu de tes royales et que tu en connais le bénéfice, tu sais très bien ce qui en ressort le plus souvent. Quand ta cliente vient te voir en consultation, ton rôle, c'est plutôt de créer un espace d'écoute, de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te pousse à faire des locks? Qu'est-ce qui te retient encore? C'est vraiment à ce moment-là où ta cliente peut te dire, en fait, quelles sont ses vraies interrogations, quels sont ses vrais problèmes, même si on n'est jamais à 100% sûr que c'est la vérité qui nous est dit à ce moment-là, mais on pose quand même la question. Il faut aussi leur demander qu'est-ce que tu attends vraiment de cette transformation. Parce que ce que tu es prête à lui offrir, la transformation que tu es prête à lui offrir dans son quotidien avec les Monalisa locks, les bénéfices que tu es prête à lui apporter, peut-être que ce n'est pas ça qu'elle attend. Peut-être que c'est une autre vision qu'elle a de cette transformation et que même avec des Monalisa locks, tu ne serais pas capable de lui donner. Et en disant ça, il y a un exemple qui me vient en tête. C'est l'une de nos royales qui est venue en consultation. À ce moment-là, c'est moi. Je sais plus si c'était moi ou Lisa qui avait fait la consultation, mais en tout cas, j'étais présente à ce moment-là parce que on a compris bien plus tard que l'objectif de cette royale, c'était d'avoir des cheveux qui ressemblaient exactement aux miens. Et ben ça, c'est totalement pas possible. Même si ta royale vient te voir en te disant « j'ai envie d'avoir ce résultat-là », ça peut être une inspiration en fonction de son type de cheveux, parce que encore faudrait-il que l'image qu'elle te montre ressemble à sa texture de cheveux. Mais en tout cas, jamais, jamais tu ne pourras lui donner ce résultat-là avec ses cheveux. Jamais. Quelle que soit la ressemblance de texture, ses locks ressembleront aux locks qu'elle est censée avoir avec ses cheveux. Alors, j'en reviens à notre royale qui, quand elle a fait son installation,
Donc, voulait avoir un résultat voulait avoir des cheveux exactement comme les miens. Et plus en profondeur quand on a creusé avec elle, parce que tout ça, elle nous l'a dit après l'installation, qu'elle n'était pas satisfaite du résultat. Elle nous l'a dit à peu près 6 mois plus tard. Et quand on a creusé beaucoup plus avec elle, quand elle s'est ouverte beaucoup plus à nous, elle nous a avoué qu'elle avait un rapport très compliqué avec ses cheveux et que jamais elle ne les montrait, jamais elle ne les laissait aller en libre. Elle avait toujours une perruque sur la tête, même quand elle était chez elle. Et que, alors à ce moment-là, elle n'était pas mariée, donc elle ne vivait pas en couple, mais tous les moments où elle était avec son conjoint, elle avait toujours sa perruque, il ne l'avait jamais vue sans, et elle-même n'acceptait, quand elle était seule, d'être sans perruque, qu'à 2 moments très précis, quand elle devait laver ses cheveux, et l'autre moment, c'était quand elle devait aller dormir. Donc, le point commun quand même dans ces deux situations, c'est qu'elle ne se voyait jamais donc avec ses cheveux naturels. Une fois qu'elle avait fini son shampoing, elle enfilait sa perruque directement. Et forcément, quand tu enlèves ta perruque simplement pour aller dormir, quand tu dors, tu vois pas tes cheveux. Donc, elle n'était pas face à ses cheveux, à l'image que ça lui renvoyait. Et du coup, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le résultat, eh bien, elle nous a recontactés. Elle nous a recontactés en nous disant qu'elle reconnaissait bien volontiers que son rapport avec ses cheveux naturels était problématique, en tout cas à ses yeux, et que oui, le résultat qu'elle voulait avoir de manière totalement objective, si elle nous l'avait dit, qu'on lui aurait répondu qu'elle ne pouvait pas l'avoir, mais qu'elle ne voulait pas faire face à ça non plus. Elle a un rapport particulier avec ses cheveux sur lesquels elle doit travailler. Elle pensait que les Mona Lisa Locks lui auraient apporté cette aide pour assumer ses cheveux, qu'une fois que ses locks auraient été longues, avec du volume et de la légèreté, eh bien qu'elle aurait enfin aimé ses cheveux et par ricochet l'image qu'elle renvoie avec ses cheveux naturels. Donc tout ça est beaucoup plus profond que des sujets qu'on peut aborder lors d'une consultation, en tout cas qu'on peut aborder en profondeur pour les déloger, si j'ai envie de dire. Mais c'est quand même des questions qu'on doit poser parce que c'est encore un exemple de cas où tu ne peux pas tenter de convaincre ta cliente de passer au Mona Lisa Locks. Et c'est encore un exemple qui montre qu'on n'est pas là pour convaincre. On guide, on te donne les informations, mais le choix final te revient. Je ne peux pas te forcer à passer. Je ne peux pas te donner des arguments en te disant « Vas-y, fais, tu vas pas regretter, tu seras la femme la plus heureuse du monde. » Non, ça doit venir de toi et uniquement de toi. Alors, ta position en tant que spécialiste, c'est vraiment d'accompagner ta future royale dans une démarche de transformation. Une démarche qui peut être personnelle, qui peut être culturelle, qui peut être émotionnelle, peu importe. Mais le déclic, ça ne se provoque pas. Toi, tu n'es pas là pour être la personne qui va lui donner l'argument clé, la raison particulière ou le mot précis qui va générer ce déclic chez elle. Un déclic, ça se prépare. Et ça arrive quand la personne est prête, quand elle a fait ses recherches ou quand elle passe dans un moment de sa vie qui est totalement aligné pour passer au Mona Lisa Locks. Ça se mûrit et surtout, un déclic, ça se respecte. S'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Ta cliente n'est pas du tout moins intelligente ou moins alignée avec la culture antillaise ou moins alignée avec ses valeurs de cheveux naturels si elle ne passe pas au locks. Pas du tout. Tu es là, encore une fois, pour guider et pas imposer. Donc, pas imposer tes arguments pour les Mona Lisa Locks et pas imposer non plus ta vision de la femme idéale, en fait, qui, selon toi, aurait des Mona Lisa Locks et idéalement des Mona Lisa Locks qui seraient installées par toi. Donc, sur ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux en discuter, partager de ton expérience ou poser tes questions, tu peux nous retrouver sur Instagram, Mona Lisa Locks Martinique. Et surtout, n'oublie pas, on n'impose pas, on guide, on aide et on est juste là pour accompagner. À très bientôt. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Mona Lisa Locks and Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de notre stream, laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast.
Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.